l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a critiqué la décision du chef de l'opposition Keir Starmer de refuser initialement aux forces américaines l'accès aux bases britanniques au Moyen-Orient pour des frappes contre l'Iran. Intervenant lors d'un événement de Jewish News, Blair a soutenu que ce refus affaiblit l'alliance entre le Royaume-Uni et les États-Unis, surtout en période de crise. Entre-temps, le président américain Donald Trump a intensifié les tensions en critiquant Starmer et en suggérant que la relation spéciale se détériore, malgré l'annonce du Royaume-Uni de déployer des navires dans la zone de conflit. Cette dispute met en lumière les tensions croissantes entre Londres et Washington concernant l'Iran. Voici mon analyse, l'intervention la plus récente de Tony Blair dans le débat au Moyen-Orient ressemble à un remake de son ancien scénario, s'immiscer dans la diplomatie internationale tout en évitant habilement la responsabilité politique. Son soutien à l'initiative de Trump à Gaza sent la désespération visant à rehausser son héritage, même si cela éloigne d'anciens alliés et collègues au sein du Labour. Parallèlement, l'hésitation de Starmer à s'aligner pleinement sur Trump révèle la fragilité de la relation spéciale de la Grande-Bretagne, que Blair a autrefois défendue mais qui ne semble plus si spéciale aujourd'hui. La vraie question est, quelqu'un se souviendra-t-il du conseil de Blair lorsque l'histoire jugera ce désordre épisode? Wicker, un athlète de biathlon en fauteuil roulant de Stuttgart, a remporté sa 5e médaille paralympique après avoir terminé 3e de l'épreuve de sprint. Malgré une erreur lors des 4 séries de tir, qui a entraîné une pénalité d'1 minute, il a démontré une résilience remarquable en atteignant tous les 19 cibles par la suite et en performant exceptionnellement bien sur la course. Cette réussite fait suite à ses médailles d'or et d'argent aux Jeux paralympiques de Sochi en 2014 et à sa médaille de bronze aux Jeux de Pékin en 2022, consolidant ainsi son statut de l'un des meilleurs concurrents du sport. Voici mon avis, la performance de Wicker est une maîtrise de la force mentale. Rebondir après une erreur précoce, quelque chose dont la plupart des athlètes s'écrouleraient, n'est pas un petit exploit. Ce n'est pas simplement une question de compétence, il s'agit de la capacité à rester composé et à faire confiance à votre processus, même lorsque les choses tournent mal. Ce n'est pas qu'une autre médaille de bronze, c'est un autre chapitre d'une légende qui montre pourquoi Wicker est l'un des plus grands champions du biathlon en fauteuil roulant. Bravo à lui pour avoir prouvé que la perfection n'est pas toujours nécessaire lorsque vous avez le cœur et la détermination de votre côté. Dans une tentative d'attirer de nouveaux lecteurs et de promouvoir leurs offres numériques, Der Spiegel a annoncé un accès gratuit à tous les articles S+ sur son site web et son application. La promotion inclut une édition numérique hebdomadaire avec un e-paper, PDF, un archive numérique complète et une newsletter S+ exclusive. Cette offre limitée dans le temps est disponible pour de nouveaux abonnés, dans le cadre des efforts du éditeur pour élargir sa présence en ligne. Voici mon analyse, la décision de Der Spiegel d'offrir un accès gratuit au contenu premium est un coup stratégique dans le paysage médiatique en évolution. En rendant leurs archives et articles exclusifs accessibles librement, ils ciblent les jeunes publics natifs numériques qui valorisent la commodité plutôt que l'impression traditionnelle. C'est une étape audacieuse vers la pertinence, mais cela soulève des questions sur la durabilité. Après tout, le journalisme ne s'autofinance pas uniquement sur le contenu gratuit. Il pourrait s'agir d'un pari stratégique ou simplement un autre chapitre dans la bataille continue entre les vieux et les nouveaux médias. Des millions de documents provenant des enquêtes sur Jeffrey Epstein ont été publiés, y compris des dossiers impliquant l'ancien président Donald Trump. Notamment absents, les transcriptions d'interviews d'une femme accusant Trump d'agression sexuelle, bien que des références à ces transcriptions aient été trouvées dans les fichiers Epstein. Au départ, le ministère de la Justice a affirmé qu'aucun document n'avait été retenu, mais a ensuite admis une erreur, publiant les transcriptions manquantes après un examen public. La femme a affirmé qu'elle avait été sexuellement abusée par Epstein et Trump il y a plusieurs décennies, commençant lorsqu'elle avait entre 13 et 15 ans. Les interviews du FBI avec elle suggèrent une considération sérieuse de ces allégations, même si aucune accusation n'a été portée. Les documents publiés révèlent comment Epstein et Trump discutaient des femmes en utilisant des termes comme viande fraîche et non tachée, reflétant une dynamique inquiétante. Voici mon analyse, la publication des documents de Jeffrey Epstein a révélé non seulement un drame juridique, mais aussi une fenêtre effrayante sur la culture du pouvoir et du privilège. Les transcriptions manquantes des interviews de la femme mettent en lumière un schéma troublant, qu'il s'agisse d'une suppression intentionnelle ou d'un malentendu bureaucratique, le retard dans leur publication soulève des soupçons quant à une considération politique. Donald Trump, enfoui dans un brouillard de déni et de détournement, est resté intact par ses révélations, un témoignage de la faible évolution dans la lutte pour la responsabilité. Le langage utilisé par Epstein et Trump, termes comme viande fraîche et non tachée, résonne avec une mentalité toxique qui normalise le comportement prédateur. Tandis que les experts juridiques tempèrent les attentes, la conversation globale doit évoluer. La justice ne concerne pas seulement les condamnations, mais aussi le démantèlement des systèmes permettant à de tels comportements de prospérer. À Moscou le 8 mars, le président russe Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi renforçant le contrôle gouvernemental sur les investissements étrangers dans l'utilisation du sous-sol et la production de produits de la pêche. La législation élargit la définition des activités stratégiques pour inclure désormais les parcelles du sous-sol riches en ressources extractibles telles que le pétrole, le gaz, l'or, le cuivre et les métaux rares, ainsi que les entreprises de produits de la pêche générant 50% ou plus de leurs revenus à partir de ces activités. Les investisseurs étrangers devront désormais obtenir une approbation préalable du gouvernement pour acquérir des actifs dans ces secteurs, et les seuils de propriété supérieurs à 5% doivent être déclarés. La loi s'applique également aux organisations à but non lucratif engagées dans des activités stratégiques. Voici mon analyse, cette nouvelle loi met en lumière l'accent croissant de la Russie sur la protection de ses ressources naturelles et de ses secteurs économiques contre l'influence étrangère. Bien qu'elle positionne Moscou comme protectrice de sa richesse en ressources, elle soulève des questions quant à l'équilibre entre l'ouverture économique et le contrôle de l'État. En introduisant des seuils stricts et des processus d'approbation, la Russie signale une position plus ferme vis-à-vis des investissements étrangers, une mesure qui pourrait dissuader les interférences indésirables tout en assurant la domination nationale sur les industries clés. La loi pourrait également servir d'outil pour consolider le pouvoir sur les secteurs stratégiques, étouffant potentiellement la concurrence et l'innovation. À mesure que les marchés mondiaux deviennent plus interconnectés, ce virage vers un contrôle de l'État accru sera suivi de près pour son impact sur l'orientation économique de la Russie.
Dans une mise à jour récente, les plateformes de médias sociaux ont annoncé une application plus stricte des directives sur les commentaires, ce qui entraîne le blocage temporaire ou permanent des comptes d'utilisateurs en cas de violation. La durée du blocage varie entre 12 et 48 heures ou peut être permanente en fonction de la gravité de l'infraction. Les utilisateurs qui contestent la décision de blocage reçoivent un formulaire d'appel pour contester cette action. Cette mesure reflète une tendance plus large sur les plateformes à appliquer des politiques de contenu plus strictes et à maintenir la responsabilité dans les discussions en ligne. Voici mon avis, cette nouvelle politique de mise en œuvre soulève des questions sur la liberté d'expression face à l'autorité de la plateforme. Bien que destinée à encourager un discours civilisé, de telles mesures risquent de faire taire les voix, notamment celles des communautés marginalisées ou des militants qui comptent sur ces plateformes pour faire passer leur message. Le manque de transparence claire dans le processus de blocage pourrait également conduire à une application arbitraire, floutant la ligne entre régulation et censure. C'est un équilibre délicat. Pour l'instant, les utilisateurs doivent espérer que les plateformes utilisent ce pouvoir avec discernement. Les États-Unis reconnaissent que certaines actions pourraient infliger des dommages et des préjudices significatifs à l'échelle mondiale tout en portant atteinte à leurs propres intérêts. Cependant, les responsables américains maintiennent leur confiance dans leur stratégie, estimant qu'elle positionne la nation non seulement pour survivre, mais aussi pour émerger plus forte de cette situation. Cette perspective reflète une approche calculée pour équilibrer les défis immédiats avec des objectifs à long terme. Voici mon point de vue, la déclaration révèle un mélange frappant d'orgueil et de réalisme. Si la confiance de Washington est compréhensible, l'idée qu'elle puisse naviguer indemne à travers le chaos global auto-infligé soulève des sourcils. Les États-Unis doivent se rappeler qu'aucune nation ne fonctionne en isolation, chaque action a des répercussions. Si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la surconfiance mène souvent à des erreurs de calcul. Pour l'instant, le monde observe, espérant que les États-Unis navigueront sur cette voie avec plus de sagesse que ne le suggère leur bilan. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqi, a déclaré que Téhéran vise les bases et les actifs américains dans les pays voisins, et non ces pays eux-mêmes, comme mesure défensive contre l'agression américaine. Il a souligné que l'Iran continuera de se défendre contre les attaques américaines mais a ordonné à ses forces de cesser les opérations contre les États voisins tant qu'ils n'initieront pas les hostilités. Le Conseil de direction intérimaire a récemment réaffirmé cette position, appelant à résoudre les différends par la diplomatie plutôt que d'être influencé par les politiques américaines et israéliennes. Araqi a également rejeté les affirmations de l'ancien président américain Donald Trump selon lesquelles l'Iran développe des missiles de plus longue portée, déclarant que Téhéran a limité volontairement la portée des missiles à 2000 km pour éviter d'apparaître comme une menace mondiale. Voici mon analyse, le dernier mouvement de l'Iran visant à cesser les attaques contre les États voisins tout en ciblant les actifs américains dessine un tableau fascinant d'ambiguïté stratégique. D'un côté, Téhéran présente ses actions comme défensives et proportionnées, mais continue d'escalader les tensions avec les États-Unis en s'en prenant directement aux intérêts américains dans la région. L'affirmation selon laquelle l'Iran limite la portée des missiles pour éviter d'apparaître menaçant est intrigante, presque comme une forme paradoxale d'autorestreint tout en maintenant une posture agressive. Entre-temps, les États-Unis et Israël renforcent leur rhétorique, créant un mélange volatile de posture et de bluff. C'est un jeu d'échecs où les deux camps font des mouvements audacieux, mais sans stratégie de sortie claire en vue. La question demeure, l'Iran peut-il réellement résister à une éventuelle attaque américaine ? Nelia Rosario Diaz-Vaca, conseillère municipale du Parti populaire, PP, à Collado Villalba, dans la région de Madrid, a démissionné dimanche après avoir fait face à une forte réaction publique suite à l'interdiction d'un monologue féministe lors de la Journée internationale des femmes. La pièce, intitulée « Être femme », faisait partie des célébrations de la Semaine de la femme organisée par la mairie et avait été mise en place par l'équipe de Diaz-Vaca. Pendant la représentation, cette dernière a interrompu le spectacle, le qualifiant de irrespectueux. Elle s'est ensuite excusée, reconnaissant une réaction inappropriée. La section madrilène du PP a critiqué ses actions mais lui a aussi attribué le mérite de prendre ses responsabilités. L'incident a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et parmi l'opposition de gauche, beaucoup remettant en question la compréhension de la conseillère en matière de liberté culturelle et de féminisme. Voici mon analyse, la démission de Nelia Diaz-Vaca ressemble plus à une manœuvre de relations publiques pour sauver sa face après un spectacle embarrassant qu'à une victoire pour la liberté d'expression. Interdire une pièce féministe pendant la Semaine de la femme, et encore plus le 8 mars, Journée internationale des femmes ? L'ironie est riche et ridicule. En fermant le rideau sur « être femme », elle a non seulement manqué de respect envers les interprètes mais aussi insulté les personnes qu'elle est censée représenter, les femmes. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'une conseillère du PP, un parti souvent critiqué pour ses positions régressives sur les questions de genre. Son changement de cap, s'excuser et démissionner, n'est pas seulement hypocrite, c'est une tentative évidente d'éviter la controverse. Mais voilà le problème, sa démission ne corrige pas le fait que la culture politique espagnole permet encore à des personnalités comme elle de prospérer. Jérusalem, le 8 mars, RIA Novosti, l'armée israélienne intercepte avec succès un drone près de sa frontière nord aujourd'hui, selon les forces de défense israéliennes, FDI. L'interception a causé des dégâts à plusieurs maisons voisines, mais aucun blessé n'a été signalé. Cet incident met en lumière les préoccupations sécuritaires persistantes dans la région et souligne l'engagement d'Israël à protéger ses frontières. Voici mon analyse, cette dernière interception de drone par Israël est un rappel brutal de l'environnement de sécurité précaire au Moyen-Orient. Bien qu'il n'y ait pas eu de pertes humaines cette fois-ci, le fait que des maisons civiles aient été endommagées soulève des questions quant aux implications plus larges de tels incidents. C'est une ligne de tension fine, une erreur pourrait escalader les tensions davantage. Pour l'instant, la vigilance d'Israël se poursuit, marchant sur une fine frontière entre défense et diplomatie. Le marché boursier saoudien a poursuivi sa tendance haussière pour la 5e séance consécutive, soutenue par des gains solides dans les actions de Saudi Aramco et la hausse des prix du pétrole. L'indice Asie a clôturé dimanche à 11 007 points, en augmentation de 2,1%, marquant ainsi son plus haut niveau depuis près de 3 semaines.
Le brut Brent a dépassé 92 $ le baril, renforçant la confiance des investisseurs dans les secteurs énergétiques. Les actions d'Aramco ont mené la charge, progressant de 4% à 26,94 rials, tandis que les titres du secteur pétrochimique ont également bondi, avec Kimanol et autres en hausse de plus de 10%. La dynamique du marché devrait se poursuivre alors qu'il attend les résultats financiers d'Aramco pour 2025. Voici mon analyse. La récente ascension du marché boursier saoudien illustre un optimisme malgré la volatilité énergétique mondiale. Si la hausse des prix du pétrole et les tensions géopolitiques jouent indéniablement un rôle, l'acteur majeur est incontestablement Aramco. Malgré une légère baisse de ses bénéfices l'année dernière, la confiance des investisseurs reste forte, peut-être pariant sur un rebond alors que l'entreprise se prépare à publier ses résultats pour 2025. La hausse du secteur pétrochimique est tout aussi révélatrice, reflétant comment les dynamiques énergétiques mondiales remodèlent les marchés saoudiens. Avec l'escalade du conflit iranien, on se demande si cette série de hausses peut se maintenir ou si c'est une bulle fragile en attente d'éclater. Dans tous les cas, c'est un moment passionnant pour investir dans le paysage financier saoudien. George Russell a sécurisé sa première victoire en Formule 1 lors du Grand Prix d'Australie, marquant un début fort de la saison 2023 pour Mercedes. Parti de la pole position, Russell a dominé les qualifications et mené une course palpitante, malgré les défis initiaux de Charles Leclerc de Ferrari. La stratégie de choix des pneus a joué un rôle crucial, avec Russell bénéficiant d'arrêts au stand précoce. La victoire de Mercedes était leur première à Melbourne depuis 2019. Entre-temps, McLaren a rencontré des revers, avec une course prématurée pour Oscar Piastri et une 5e place pour Lando Norris. Max Verstappen de Red Bull s'est classé 6e, tandis que des équipes plus petites comme Haas et Alpine ont montré des signes de promesse. La course a également vu les abandons de plusieurs pilotes, dont Fernando Alonso et Lance Stroll, ainsi qu'un décevant premier essai pour l'entrée Cadillac. Voici mon analyse. La première victoire de George Russell est une déclaration d'intention pour Mercedes, un nouveau visage à la tête d'une charge qui semble à la fois nouvelle et familière. Son enthousiasme était palpable, et il est difficile de ne pas le soutenir alors qu'il devient le dernier pilote britannique à monter en flèche dans la F1. Mais ne nous avançons pas trop, cette course portait autant sur le potentiel de Mercedes que sur les erreurs de Ferrari. Leclerc a lutté vaillamment mais semblait entravé par des décisions qui le laissaient douter de la stratégie de Ferrari. La sortie précoce de concurrents clés comme Piastri et Alonso n'a fait qu'ajouter au chaos, transformant ce qui aurait pu être un terrain concurrentiel en un spectacle fragmenté. Russell a peut-être porté le premier coup, mais cette course n'est que le début d'une saison qui s'annonce imprévisible. Le conglomérat industriel saoudien Safwa Group a signalé une chute significative de ses bénéfices nets pour 2025, en recul de 91% par rapport à 2024. Le bénéfice net de l'entreprise a atteint 874,5 millions de rials, 232,6 millions de dollars en 2025, contre 9,97 milliards de rials, 2,6 milliards de dollars l'année précédente. Cette baisse est attribuée à plusieurs éléments exceptionnels enregistrés en 2024, notamment la distribution des bénéfices issus de sa participation dans Almaray et les paiements de Zaka. De plus, la performance moindre de certains secteurs, tels que le commerce de détail et les sociétés associées, a contribué à cette chute. Cependant, l'amélioration des performances dans la fabrication alimentaire et les secteurs des produits surgelés, ainsi que la baisse des dépenses fiscales et des gains financiers, ont partiellement compensé ces pertes. En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice opérationnel de base du Safwa Group s'est amélioré légèrement. Voici mon analyse. La chute spectaculaire de 91% des bénéfices du Safwa Group soulève des questions sur sa dépendance aux gains exceptionnels des années précédentes. Si la diversification de l'entreprise vers de nouveaux secteurs et les investissements dans des initiatives de croissance sont louables, la baisse marquée met en lumière les risques liés à une trop grande dépendance aux actifs non essentiels. L'absence de bénéfices récurrents révèle une tendance inquiétante. La stratégie du Safwa Group est-elle réellement alignée sur la durabilité à long terme ? L'amélioration des performances dans des secteurs clés tels que la fabrication alimentaire offre un espoir, mais des doutes subsistent quant à savoir si cette reprise est suffisante pour justifier ses plans de croissance ambitieux. Le Safwa Group doit prouver que ses efforts de restructuration ne sont pas seulement une solution ponctuelle s'il souhaite maintenir la confiance des investisseurs et rester compétitif dans le paysage industriel en évolution de l'Arabie Saoudite. La société à responsabilité limitée Peoples NetShare a publié une déclaration soulignant sa propriété intellectuelle sur le contenu partagé sur sa plateforme. L'entreprise a averti que toute utilisation de ces matériaux protégés par le droit d'auteur sans autorisation écrite préalable est strictement interdite. Cette initiative intervient dans un contexte de préoccupation croissante concernant les droits de la propriété intellectuelle à l'ère numérique, alors que les plateformes en ligne luttent de plus en plus pour trouver un équilibre entre le contenu généré par les utilisateurs et la protection du droit d'auteur. La déclaration met en évidence l'importance de respecter les lois sur la propriété intellectuelle et souligne les défis posés par l'application des réglementations sur le droit d'auteur à une époque de partage numérique généralisé. Voici mon analyse. Cette nouvelle campagne contre le piratage du droit d'auteur menée par Peoples NetShare indique un changement plus vaste dans la manière dont les entreprises Internet abordent la propriété intellectuelle. Bien qu'il ne soit pas secret que les plateformes souhaitent protéger leur propriété intellectuelle, la ligne entre l'application et la répression de la créativité peut être floue. Le moment choisi pour cette déclaration soulève des questions quant à savoir si elle répond à une réaction négative des utilisateurs ou vise à établir un précédent en faveur de réglementations plus strictes sur le droit d'auteur. Dans tous les cas, il s'agit d'un rappel que, dans l'ère numérique, la question de savoir qui possède quoi et qui contrôle l'accès est devenue un enjeu majeur de notre époque. Lors d'un incident récent capturé par la police locale de Torrejon de Hardo sur Instagram, les agents ont verbalisé un conducteur à 200 € pour avoir quitté incorrectement une rotonde sans céder le passage au véhicule de la voie extérieure. La vidéo montre le véhicule tentant de quitter la voie centrale, forçant un autre conducteur à freiner et créant ainsi une situation dangereuse. La police a souligné l'importance d'une position correcte dans les voies et d'un signalement adéquat lors du départ des ronds-points, rappelant aux conducteurs que ces manœuvres sont illégales et présentent des risques importants. Voici mon point de vue, cet incident met en lumière un angle mort fréquent dans le comportement de la conduite, notre tendance à ignorer les règles que nous supposons ne pas être appliquées ou remarquées.
Bien que la plupart des conducteurs le sachent, le nombre élevé de ces infractions suggère un manque de sensibilisation ou peut-être une certaine complaisance. Bravo à la police pour avoir mis cette question sous les feux de la rampe, mais reconnaissons-le, si aucune amende n'était en jeu, commettrions-nous encore ces erreurs? La prévention est essentielle, et cette vidéo sert de rappel cinglant que même les infractions mineures peuvent avoir de lourdes conséquences. Restons vigilants, conducteurs, et vérifions peut-être nos angles morts plus souvent que nous ne le pensons nécessaire. La solitude devient une réalité grandissante pour beaucoup à mesure qu'ils vieillissent, avec des routines changeantes et des cercles sociaux en rétrécissement. Les psychiatres et psychologues soulignent que l'acceptation de la solitude peut favoriser la compréhension de soi et la résilience émotionnelle. Lors d'une interview récente sur le podcast Resonancia de Corazon de José Ramón de la Morena, l'artiste de 78 ans Pedro Ruiz s'est ouvert sur sa vision de la solitude. Interrogé sur sa crainte à ce sujet, il a répondu fermement « Non, sauf si elle s'installe sur moi ». Il a partagé qu'il gère sa santé seul et n'a personne pour prendre soin de lui, mais reste concentré sur ses passions, l'écriture, la musique et les performances, malgré leur connaissance de leur irrelevance. Il a également avoué ne pas craindre la mort, ayant précédemment exploré la vie après la mort, mais maintenant la laissant au hasard. Voici mon interprétation, les remarques franches de Pedro Ruiz remettent en question les notions sociétales du vieillissement et de la solitude. Son refus de craindre l'isolement ou la mort dit long sur une vie vécue avec but et défi. À 78 ans, il incarne l'idée que le vieux âge ne signifie pas résignation, cela signifie se concentrer sur ce qui apporte du plaisir, même si c'est lire le vent. Sa perspective renverse le script de la vulnérabilité, en faisant une source de force. Dans un monde où la solitude est souvent stigmatisée, Ruiz nous montre qu'elle peut être coexistée, voire embrassée, comme partie intégrante de l'expérience humaine. Son audace nous rappelle que les derniers chapitres de la vie sont écrits par ceux qui osent continuer à vivre pleinement. En 2026, l'Espagne fait face à une des années les plus périlleuses pour le féminisme depuis l'élection du président Pedro Sánchez. Le gouvernement, dirigé par le PSOE, a été critiqué pour sa gestion des scandales sexuels au sein de ses rangs, les échecs des systèmes de protection contre la violence basée sur le genre et les promesses non tenues. Au milieu de cette crise, le gouvernement tente de regagner le soutien des femmes en s'alignant avec le mouvement Non à la guerre avant les manifestations de la Journée internationale des femmes. La ministre Ana Redondo a souligné la nécessité de défendre la paix, mais des sondages récents suggèrent que le PSOE pourrait perdre plus de 162 000 voix féminines. Cela intervient alors que de nouveaux cas de harcèlement et des scandales réapparus, comme l'affaire Inigo Errejón, érodent davantage la confiance. Voici mon analyse, la stratégie actuelle du gouvernement espagnol pour utiliser le mouvement Non à la guerre comme une bouée de sauvetage politique pour les électrices féminines ressemble plus à un pansement qu'à une solution. Bien que l'accent mis sur la paix soit louable, il est difficile d'ignorer l'hypocrisie d'un gouvernement qui a échoué spectaculairement sur les questions de genre tout en essayant d'exploiter les valeurs féministes pour des gains politiques. La crise de crédibilité du PSOE, des scandales sexuels aux plaintes mal gérées et aux défaillances systémiques dans la protection des femmes, a créé un environnement toxique. Les notes de popularité en chute libre de la ministre Ana Redondo et la réponse lente du gouvernement face au système critique mettent en lumière un problème plus profond, la confiance ne se regagne pas facilement. Alors que les taux de féminicide augmentent et que le progrès législatif stagne, le gouvernement risque d'aliéner la même circonscription qu'il cherche à séduire.